Brighton, la plus grande station balnéaire de la côte sud de l'Angleterre. Il y a ceux qui viennent pour la plage, la fête et les emplettes, et ceux qui y vivent, tout simplement. Brighton, la plage de Londres à moins de 80 km de la capitale britannique. Au petit matin, on ne se bouscule pas sur la promenade. Sur la plage, les plus fêtards récupèrent de leurs excès de la veille. Certains en profitent même pour piquer un petit somme en attendant le premier train pour Londres. Par beau temps, plus de 100 000 visiteurs affluent à Brighton. Les habitants le savent, pour apprécier la plage et la tranquillité, il faut se lever tôt. Le Meeting Place Café est une institution à Brighton depuis plus de 30 ans. Rodney Posner a bravé toutes les tempêtes. Il est à pied d'œuvre tous les matins pour servir à ses clients un petit déjeuner typiquement british. Cela fait plusieurs années déjà que Rodney Posner songe à partir à la retraite, sans réussir à se décider. Il reste très attaché à sa clientèle d'habitués. Au départ, il n'avait qu'un petit kiosque sur la plage. Le nouveau café est plus grand. Il y a aussi des places assises. C'est surtout le matin qu'on voit les habitués. Ce sont des gens d'ici. Ils savent qu'on ouvre tôt le matin et ils passent boire un café avant d'aller travailler. Sandy Kennedy vient ici tous les jours avec son chien Nala. Été comme hiver, elle prend un bain de mer juste derrière le Meeting Place Café. Au début, c'était une sorte de fanfaronnade. J'avais décidé d'aller nager tous les jours. Et mes enfants m'ont dit, tu n'y arriveras jamais. Et comme je voulais relever le défi, je suis venue ici tous les jours et ça fait 8 ans que ça dure. Même début juillet, la baignade relève de l'héroïsme. L'eau est à 14 degrés. Comment ça va? Le matin, tu sais, j'ai besoin de me réchauffer après un bain de mer. C'est sûr. D'un autre côté, si l'eau était meilleure, il y aurait plus de monde. Brighton a toujours été un mini-Londres en bord de mer. Avec la construction de la première liaison ferroviaire entre Londres et Brighton, on a vu arriver ici des flots de visiteurs pour qui la mer était soudain toute proche. Et Brighton s'est adapté à toutes les tendances et à tous les styles de vie. Parce que nous sommes au bord de la mer. Et il y a toujours eu un haut degré de tolérance et de pragmatisme dans les villes balnéaires. Quelques centaines de mètres plus loin. Toutes les semaines, les sauveteurs se retrouvent ici pour l'entraînement. Ellie et son collègue Ashley ont été engagés pour surveiller la baignade pendant l'été. Un cadre agréable, une bonne rémunération, le job est très couru parmi les étudiants.
Ellie est étudiante en médecine. Cela a très certainement joué en sa faveur lors du recrutement. L'anatomie et les techniques de réanimation n'ont aucun secret pour elle. Ashley fait des études d'économie, une autre forme de survie en quelque sorte. Exercice de sauvetage en mer. Ellie porte secours à ses collègues. En cas d'urgence, il faut aller très vite et les gestes de premier secours doivent être effectués dès que possible. Vérifiez la respiration. Il respire. Nous, les sauveteurs de Brighton, on est une bande de copains. Il y a un super esprit d'équipe. Le courant passe vraiment bien entre nous. On s'entraîne tous ensemble, on nage ensemble, on court ensemble. La mer est un immense terrain de jeu pour adultes. Il y a toujours quelque chose à faire. On s'amuse bien. Retour au Meeting Place Café. Rodney a déjà presque une demi-journée de travail derrière lui. Le restaurateur Norman Stevens est un habitué des lieux. Donne-moi ta tasse. Merci. Comment ça va? Bien, et toi? Je vais travailler au pavillon. Norman Stevens est restaurateur au Pavillon Royal. Le matin, il emprunte la promenade longeant la mer. Le Pavillon Royal est situé près du Brighton Pier. Construit en 3 étapes à la fin du XVIIIe siècle, le pavillon marque le début de l'essor de Brighton, voué à devenir la plus grande station balnéaire de Grande-Bretagne. Il est aujourd'hui l'emblème de la ville. La résidence de bord de mer du roi George IV servait à organiser des banquets, mais était également un lieu discret pour que le roi retrouve sa maîtresse de longue date, Maria Fitzherbert, qu'il n'avait pas pu épouser. L'extravagante architecture indo-sarrasine correspondait au goût de l'époque. Elle est restée l'une des principales attractions touristiques. Norman Stevens s'occupe de la restauration des espaces intérieurs qui reproduisent le plus pur style chinois. Ce matin, le restaurateur s'est attaqué à un panneau mural dont la couleur dorée est en train de s'estomper. C'est un endroit incroyable, époustouflant. La magie opère toujours, même après 32 ans. En me promenant dans le bâtiment, je continue à découvrir de nouveaux détails, comme ces petits ornements par exemple. Je ne suis jamais au bout de mes surprises. Norman Stevens transporte le panneau dans son atelier. L'or est appliqué feuille par feuille. Une école de patience.
L'or est le symbole de la royauté, de la richesse, de l'abondance. Je pense que George était un m'as-tu-vu. Pourquoi pas? C'était le roi après tout. Et quand George venait ici, il restait souvent pendant des mois, aux grandes dames de son père et du Parlement, qui auraient préféré qu'il s'occupe des affaires du royaume. Il faisait la fête ici. Le pavillon était là pour ça. Les banquets de George étaient légendaires. Une centaine de plats, du vin, des jolies femmes et des chants, rien ne manquait. Son style de vie débridé a fini par déteindre sur la ville. Et aujourd'hui encore, quand on vient à Brighton, c'est pour s'amuser. Si George IV avait choisi Brighton, c'est d'abord pour son air marin, et puis parce que la ville passait pour être la plus ensoleillée du royaume. Tout est relatif, n'oublions pas que nous sommes en Grande-Bretagne. Après les fortes pluies, la plage retrouve sa quiétude. Le week-end, Brighton attire surtout des Londoniens. En général, ils arrivent le matin et repartent le soir même. C'est le cas de cette famille qui vit dans le sud de Londres. On avait planifié cette sortie avant de connaître la météo. Après, ce n'était plus possible de changer, le bus était réservé. Maintenant, il faut faire avec. Ellie est en poste juste à côté de la jetée, là où les bus déversent des flots de touristes impatients de se baigner. Le matin, Ellie est seule. Elle doit donc redoubler de vigilance, car par mauvais temps, la mer peut être dangereuse, même pour des nageurs expérimentés. Température de l'air, 13 degrés. Vent fort. Température de l'eau, 14 degrés. Qu'à cela ne tienne, les candidats à la baignade sont au rendez-vous. Ellie a surtout une mission d'information auprès des baigneurs qui ne sont pas toujours conscients des dangers liés aux courants marins engendrés par les marées. Bonjour. Pardon de vous déranger. Vous allez vous baigner? Pour votre information, il y a un courant très fort qui vous entraîne dans cette direction. Alors soyez prudents. Mais comme on est à marée basse, ce n'est pas très profond. Bonne baignade. C'est froid. Ouais, c'est froid. Maintenant qu'on est réveillé, on peut recommencer à boire. Ça dessoule bien. Ouais. C'est reparti. Comme remède à la gueule de bois, la mer est parfaite ce matin. Le renfort arrive. Ashley, le collègue d'Ellie, prend son service. Comment ça se passe? C'est calme. Un fort courant, rien de plus. Et la marée? On est encore à marée basse. Là-bas, il y a quelques personnes dans l'eau. Il ne faut pas les lâcher des yeux. Ellie et Ashley doivent rester sur leur garde. C'est lié à la nature de Brighton. Il y a plein de bars sur le front de mer. Et certains vont se baigner juste après avoir bu un coup. S'il fait chaud, que les gens ont bu et que la mer est grosse, il faut être hyper vigilant. On en a déjà repêché quelques-uns in extremis. C'est lié à un manque d'information. La liaison directe avec Londres fait qu'il y a beaucoup de Londoniens qui n'ont aucune expérience de la mer. Ils n'ont pas vu la mer depuis des années.
Ils se croient à la piscine. Les jours où la mer est grosse, on leur demande par précaution s'ils savent nager. Et avec de l'eau jusqu'au cou, ils vous répondent non, non. Brighton et ses environs séduisent chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Mais l'intérêt de la ville ne se limite pas à la plage et à la mer. La station compte 2 universités, une école de médecine et de très nombreuses écoles de langue. Ambiance cosmopolite garantie. Ross Jackson étudie à Brighton. Ce matin, il a rendez-vous avec quelques camarades devant le plus ancien cinéma d'Angleterre. Au programme, le visionnage d'une série d'images du Brighton victorien. Leur professeur, Frank Gray, a sorti pour l'occasion quelques vieilles bobines des archives. Bonjour, merci d'être venu. Aujourd'hui, nous avons un programme exceptionnel. Ces films ont été tournés à Brighton et Hove autour de 1900. Certains n'ont pas été visionnés depuis 100 ans. Bon, allons-y. Ce film reflète parfaitement les débuts du cinéma à Brighton. Son inspiration documentaire et son fort ancrage dans la société donnera son nom à un style, l'école de Brighton. Ce film a été tourné en 1897, sans doute par James Williamson. On y voit le West Pier en été. La jetée, qui a été inaugurée en 1865, a rapidement attiré une foule friande de divertissement. Ce qui a fasciné le public, ici et dans le reste du monde, c'est ce style tellement british. À la différence des films des Frères Lumière, les scènes tournées ici à Brighton avaient quelque chose de typiquement anglais. La ville de Brighton a été conçue de toutes pièces. Au départ, c'était un petit village médiéval et elle aurait pu le rester. Mais avec le développement du chemin de fer dans les années 1840, elle a soudain vu déferler des millions de personnes. Et c'est ainsi que Brighton est devenue une ville touristique, avec de nombreux théâtres. C'était donc l'endroit idéal pour faire des films et les tester sur le public. Le quartier des North Lanes est le quartier branché de Brighton. Silhouette excentrique, cheveux flashy, boutique insolite, Ross et son ami Sinclair adorent flâner et chiner dans ces ruelles. Mon Dieu, tu oserais? Il y a ta taille? Ross est canadien. Parallèlement à ses études, il travaille à la réception d'un hôtel, ce qui lui permet de rencontrer des gens et de gagner de l'argent.
Ross connaît maintenant la ville comme sa poche et il fait volontiers découvrir la trépidante vie nocturne de Brighton aux nouveaux résidents de son foyer. La vie est chère ici. Peut-être pas autant qu'à Londres, mais quand même. Brighton est seulement à 50 minutes de la capitale. Du coup, tu es obligé de travailler. La plupart des gens qui vivent ici travaillent dur. On travaille beaucoup et on s'amuse beaucoup aussi. C'est un bon équilibre. Et si une soirée menace de dégénérer, la police n'est jamais bien loin. Philip et James font régulièrement des rondes dans la vieille ville. Ici, les policiers misent surtout sur la prévention. Chaque week-end, il y a des milliers d'enterrements de vie de jeunes filles ou de garçons. Tenues farfelues, spectacles de striptease, l'alcool qui coule à flot, tout cela fait partie du folklore. La future mariée. Félicitations. Je peux faire une photo avec vous? Bien sûr. Le week-end, une cinquantaine de policiers est mobilisée. Il y en a d'autres qui veulent une photo? Qui dit forte concentration de visiteurs dit aussi forte consommation d'alcool. Dans ces conditions, il y a forcément des problèmes de temps à autre. Mais ces problèmes, nous essayons de les anticiper pour éviter que la situation ne dégénère. D'où nos patrouilles régulières et notre forte visibilité. On ne se contente pas d'intervenir en cas de bagarre. Notre action est essentiellement préventive. C'est notre politique. La plage aussi est sur leur secteur. Les sauveteurs terminent leur journée de travail à 18h, les policiers prennent la suite. Monsieur, c'est la police. Bonsoir, c'est la police. Réveillez-vous. Vous voulez bien vous asseoir? Vous êtes très pâle. Il faut dégriser au plus vite. Oui, pas de problème. Brighton est unique en son genre. Il n'y a pas de ville aussi variée et trépidante que Brighton. Ne le dites pas à mes employeurs, mais pour moi, c'est un privilège de travailler ici. C'est vraiment un endroit hors norme. La fraîcheur s'installe. Une brume recouvre la ville. Ross a invité quelques amis. Ils veulent allumer un feu pour se réchauffer. L'arrivée des policiers vient contrecarrer leur projet. Bonjour. Pas de feu sur la plage, merci. Pourquoi? C'est interdit? Oui, c'est formellement interdit. Surtout les feux de bois, ça se propage facilement. C'est trop dangereux. C'est la première fois que vous venez à Brighton? On habite tous ici. Vous devriez connaître le règlement alors. Allez, allez. À plus tard, bonne soirée. Si on boit, on va se réchauffer. On a aussi prévu de sortir. De toute façon, on a une pêche d'enfer. And everyone I've met is so friendly. And if you need a hug there, are plenty. That's why I love Brighton town. I love Brighton city.
La localité voisine de Hastings, au petit matin. Elle s'est fait connaître grâce à une bataille, la fameuse bataille de Hastings, où les Normands ont battu les Anglais en 1066. Cette petite ville de pêcheurs a par ailleurs conservé une ambiance que Brighton a perdue en devenant l'archétype de la ville victorienne hédoniste. Hastings possède la plus importante flotte de pêche sans port en Europe. Les bateaux partent en mer depuis la plage. Ancien pêcheur, Les Watson navigue encore pour le plaisir. Sa compagne, Nicola Cox, et quelques membres de son club de pêche l'aident à mettre son bateau à l'eau. Lentement, et en le faisant rouler sur des barres en acier, le Big Run est tiré vers la mer par un bulldozer. Il fait chaud là-dedans. Le Big Run est un bateau en bois traditionnel avec des patins sous la coque. Il a été construit il y a plus d'un siècle. Les et son ami Mick restent près de la côte pour pêcher des maquereaux. Avec ça, ça devrait marcher. Attends. T'as attrapé quelque chose? Oui. Le seau est derrière toi. Détache-le de l'hameçon. Mauvaise journée pour le Big Run. Une pompe est tombée en panne. Le bateau prend l'eau. Quand on rentrera, il faudra changer la pompe. L'eau continue à monter. Les préfère faire demi-tour. Il a lancé un appel radio. Ses amis pêcheurs l'attendent déjà sur la plage pour remonter le bateau. La pompe cassée n'est pas le seul problème. C'est un bateau en bois construit à Klein. Ça faisait 2 mois qu'il n'était pas sorti en mer. Le bois se dessèche au soleil et il finit par laisser passer l'eau. T'as attrapé quelque chose, Mick? J'étais tout seul à pêcher. Et une fois de plus, Les n'a rien fait du tout. Je n'ai pas eu le temps de pêcher. Il était trop occupé à regarder l'eau monter. Belle bête. C'est beaucoup de travail, comme vous avez pu le voir. Il faut des bras, des bulldozers. Et encore, c'est facile par rapport à l'époque où il n'y avait pas de bulldozer. C'était que du muscle, et parfois des chevaux. On n'y va pas seulement pour la pêche. On sort en mer pour se détendre. Si tu attrapes du poisson, tant mieux. Sinon, tu passes quand même un bon moment. La pêche n'est pas le but de la journée. On y va aussi pour s'amuser. Le point d'orgue reste tout de même le repas, avec des maquereaux tout juste sortis du fumoir. Qui veut du poisson? Donne-en à Mick, il en veut. Au nord de Brighton, dans le comté de Surrey, cette ancienne ligne de chemin de fer conduisait autrefois jusqu'à Londres.
Aujourd'hui, des locomotives d'antan circulent encore sur un des tronçons. Le chemin de fer est à l'origine du développement de la région. Son invention, puis la construction de la ligne, ont changé la donne. Une véritable révolution. Voilà 20 ans que Mick Blackburn travaille comme bénévole à la Bluebell Railway. Depuis qu'il est retraité, il conduit les locomotives plusieurs fois par semaine. Il faut être un passionné pour supporter les conditions de travail. En été, il peut faire plus de 100 degrés. Il n'y a qu'une seule voie et elle est réservée aux vieux trains. Grâce à la Bluebell Railway, le voyageur peut se replonger dans l'ambiance des débuts de la station balnéaire. Les gares qui jalonnent le parcours sont autant de petits musées sur l'époque de la machine à vapeur. À l'époque, les gens avaient peur. Ils croyaient que la vitesse allait les propulser hors du train ou les tuer. Ces craintes ont volé, ils ont rapidement vu l'avantage de ce nouveau mode de transport. À cette époque, il n'y avait pas de voiture. Les déplacements se faisaient à cheval. Et on n'allait pas forcément très loin. Le chemin de fer a mis les stations balnéaires, et notamment Brighton, à la portée des masses. Les ateliers derrière la gare abritent une trentaine de vieilles locomotives et plus de 150 wagons. Les monstres de fer sont restaurés avec soin, même si la priorité est de maintenir les trains qui circulent en état de fonctionnement. Mick va faire le plein de charbon au dépôt. Ce matin, le train est à nouveau très en retard. Les mécaniciens vont à la pêche aux informations. Ça va? On a eu un problème de frein. C'est pas nouveau. Un des freins s'est coincé et a commencé à chauffer. Le mécanicien a dû intervenir pour le décoincer. J'espère que ça pourra être réparé pour demain matin. Ils tordent, on redresse. On casse, il répare. Dès que le conducteur arrive, les problèmes commencent. Chaque voyage est différent. Il y a de bons et de mauvais voyages, du bon et du mauvais charbon, de bons et de mauvais chauffeurs. Même les locomotives ont leur caractère. Nous essayons de ne pas faire d'erreurs, mais ça demande une vigilance de tous les instants. Par beau temps, c'est l'effervescence sur la plage et à la hauteur du West Pier, triste vestige de la glorieuse époque victorienne. Le West Pier était une jetée classée monument historique jusqu'à un incendie qui l'a presque totalement détruite en 2003. On trouve aussi des endroits plus tranquilles. Dans le quartier de Hove, des cabanons sont à louer. Ellie Hargraves vient presque tous les jours avec son fils Charlie. Sa voisine, Rosemary Baker, traite le bois de sa cabane contre l'air marin. Charlie va bien? Il vient de se réveiller. Je me demande s'il ne couvre pas un rhume. La plupart des locataires habitent tout près d'ici. Rosemary, c'est l'heure. Il me faut une bonne tasse de thé, ça te dit? Oui, volontiers. Charlie, tu veux un chocolat chaud? Du lait? Tu prends du lait d'habitude.
Ellie a son cabanon depuis quelques années seulement. Sa voisine Rosemary possède le sien depuis le début des années 70. Elle a déjà dû le remplacer à 3 reprises après une tempête. C'est un havre de paix. Le cabanon sur la plage est un peu l'équivalent de l'abri de jardin pour les hommes. Beaucoup d'hommes aiment s'isoler dans leur abri de jardin. C'est un petit monde à part, comme ici dans notre cabanon sur la plage. Ellie est très attachée à son cabanon, comme d'autres à leur jardinet derrière la maison. On peut y ranger les affaires de plage et s'y abriter par mauvais temps. You could do your chocolate cups, couldn't you? Yeah. Yeah? Dry. Let's see where I've left the tea towel. Best time of day I like walking through there is when it's first thing in the morning. J'aime bien venir ici tôt le matin, quand les nightclubbers se réveillent. Pendant 10 ans, je suis venue ici de Londres et je rentrais chez moi par le premier ou le dernier train. C'était super. La ville a toujours quelque chose à offrir, quel que soit l'âge. J'adore sentir le pouls de Brighton, mais j'aime aussi le calme de ce petit coin de paradis. Il fait chaud et la plage principale est bondée. Plusieurs événements importants sont programmés ce week-end. Les visiteurs sont nombreux. Le mot d'ordre, faire la fête et tout oublier. Ce qui se passe à Brighton reste à Brighton. Sur la promenade, des centaines de mods se rassemblent avec leurs scooters. C'est la couleur originale? Oui, c'est la couleur or. Elle date de 1966 et n'a pas été retouchée. Neil et Paul sont les organisateurs de cette rencontre. Le point de rendez-vous a été fixé devant le magasin de Neil, le Mod Shop. Paul est président d'un club de scooters. Brighton est le bastion du mouvement mod, une subculture avec ses codes et ses groupes cultes, dont The Who. Au départ, il s'agissait d'être moderniste, autrement dit moderne. Quand ça a commencé dans les années 60, si ton scooter avait 6 mois, il était déjà dépassé. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Ce qui nous réunit, c'est notre passion pour les scooters, les vêtements et la musique mode. C'est pour ça que nous organisons des sorties comme celle-ci. C'est l'occasion de se retrouver entre nous et de profiter du spectacle. Ce qui compte pour les mods, c'est l'amour du détail. Et par-dessus tout, les impressionnantes collections de phares et de rétroviseurs. Sur la ligne de départ, 250 conducteurs venus de toute l'Angleterre. Leur route les conduit jusqu'à la falaise de Seven Sisters, puis retour à Brighton. Sur la plage, une grande fête bat son plein.
Paddle Round the Pier, le plus grand festival sur la plage en Europe, organise une course d'objets flottants. On espère qu'il va flotter. On ne l'a pas encore testé. On va l'appeler Titanic. Avant le baptême de l'eau, chacun essaie encore d'améliorer sa construction. Certains ont travaillé toute la nuit. C'est le cas de Andrew Hennings et de sa Lotus Esprit. Il s'agit de la réplique de la voiture de James Bond qu'il a baptisée Flotus. C'est incroyable, Andrew. J'ai laissé les fenêtres et le toit à la maison. La Flotus n'est toujours pas au point et Andrew commence à douter. Mais jusqu'à présent, il a toujours réussi à s'en sortir. Il faut que je me change maintenant. Vous allez voir la transformation avec le maquillage. Je suis prêt dans 2 minutes. Au bord de l'eau, les candidats s'impatientent, tandis qu'Andrew pose avec sa copine Pamela. L'important est de prendre un bon départ. Celui qui réussit à s'éloigner un tant soit peu de la rive a de bonnes chances de gagner. La Flotus d'Andrew flotte. Peu importe la rapidité, nous sommes à Brighton et ce qui prime ici, c'est la créativité et ce petit grain de folie so British.